Très bien, les amis. Bon lundi à tous. Comme vous le savez, le Super Bowl a eu lieu hier soir. Et regardez, c'est ce que les jeunes appellent le Goislop. Ce que ça veut dire, c'est que vous étiez censé choisir un camp. Choisissez un camp. De quel côté êtes-vous? Étiez-vous dans l'équipe Bad Bunny? Si c'est le cas, vous êtes censé détester le raciste, n'est-ce pas? Peut-être que vous étiez dans l'équipe Turning Point USA. Avez-vous obéi et éteint vos téléviseurs, ouvert vos ordinateurs portables et regardé la performance alternative de la mi-temps qui... La rumeur dit que si vous ne l'avez pas apprécié, si vous n'avez pas savouré chaque instant, c'est parce que vous n'aimez pas Jésus. Bien sûr, à chaque fois, c'est le nouveau slogan de Turning Point. Alors, bienvenue à nouveau sur Candice. D'accord, vous pouvez en fait vérifier les archives à ce sujet. Je ne suis pas et je n'ai jamais été un stéréotype conservateur en ce qui concerne la performance de la mi-temps du Super Bowl. J'ai l'impression que c'est un peu devenu une mode maintenant. À droite, on regarde le Super Bowl uniquement pour se plaindre de la performance de la mi-temps et du fait qu'elle n'a pas été à la hauteur de ce que l'on pense qu'elle devrait être. J'ai notamment défendu Rihanna avec véhémence en 2023 alors qu'elle portait littéralement du rouge. Et les conservateurs ont donné l'impression qu'elle essayait d'incarner le diable. Elle était en fait enceinte et ne bougeait même pas beaucoup. Je suis aussi une grande fan de Shakira, donc j'ai trouvé que sa prestation et celle de J-Lo à la mi-temps étaient vraiment sympas. Je ne fais pas vraiment partie de ces personnes qui sont naturellement réfractaires à la culture. Comme vous le savez, j'aime aussi la musique espagnole et j'en écoute. Marc-Antoine, c'est pourquoi j'ai dû intervenir pour mon fils. Quand on disait des choses sur lui, et sur ce qu'il avait fait à un mariage après 23 heures, non, il ne devrait pas en être tenu responsable en tant qu'homme latino. J'aime bien le style old school, Aventura, la vieille musique de Marc Anthony. J'ai grandi en écoutant tout ça. Alors quand on a annoncé la participation de Bad Bunny au Super Bowl, je me suis dit, OK, voyons ce qu'il va faire. Je ne connais aucune chanson de Bad Bunny. Je vais être honnête, j'ai toujours été très claire avec vous, je ne le suis pas. Je ne suis plus cool ni branchée, tout comme je ne connais aucune chanson de Sabrina Carpenter. Je n'essaie pas de rester à la page niveau culture, mais je sais au moins qu'il est très populaire, d'accord? Maintenant, pour les points positifs de sa performance, je vais dire quelque chose de bien à ce sujet. J'ai trouvé que la scénographie était vraiment cool. C'était l'une des plus impressionnantes depuis longtemps. J'ai adoré ce côté petit pueblo espagnol avec le mercado et la bodega. C'était authentique par rapport à son enfance, mais aussi par rapport à l'Amérique. Beaucoup de quartiers y ressemblent, c'est familier, comme là où j'ai grandi. Vous savez, la bodega du coin, c'est quelque chose de réel. Et j'ai pensé, de façon très évidente, que c'est ce qu'il essayait de transmettre, sa propre expérience, parce que c'est ce que font les artistes. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, partout aux États-Unis, ces communautés existent. Les interprètes et les danseurs ont fait un excellent travail. On pouvait voir qu'ils avaient beaucoup répété. Ils n'improvisaient pas du tout. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le petit jeu de lignes électriques qu'ils faisaient. J'ai trouvé ça astucieux et amusant. Maintenant, l'inconvénient, c'est que ce n'était pas en anglais. Ce n'était pas en anglais. Et donc, le public ne pouvait pas se connecter émotionnellement. Si vous ne parliez pas espagnol, vous ne pouviez pas vous connecter émotionnellement à cette performance. C'était vraiment entièrement en espagnol, à l'exception de la partie de Lady Gaga quand elle faisait une sorte de mauvaise salsa, ce qui était très américain. Vous voyez, ce n'était pas vraiment Hips Don't Lie pour elle. Et je me suis dit, bon, est-ce que c'est la faute de Bad Bunny? Évidemment non, parce qu'il a été engagé. Et il est très clair sur le fait que l'anglais est sa seconde langue. Si vous regardez ses interviews, il parle un peu en spanglish. Il apprend davantage l'anglais maintenant. Sa musique est exclusivement en espagnol. Donc l'attente... Contre qui êtes-vous vraiment en colère pour avoir réservé cette performance? Je suis d'accord qu'il serait agréable d'avoir un spectacle de mi-temps en anglais. C'est logique, parce que la majorité, en fait tout le monde en Amérique devrait parler anglais. Mais ce n'est pas lui qui s'est engagé, d'accord? En fait, je me suis renseignée. La personne qui décide de qui peut se produire à la mi-temps, c'est Jay-Z, pour une raison quelconque. Jay-Z en partenariat avec la NFL.
Jay-Z ne parle pas espagnol, mais c'est Jay-Z qui l'a engagé. Et depuis très longtemps, il est clair que Jay-Z a une sorte de relation avec les fédéraux. J'ai tendance à croire beaucoup de choses que Kanye a dites. Et donc, comme je l'ai dit, ça ressemble un peu à « faisons en sorte que les deux camps s'affrontent ». Maintenant, en ce qui concerne le succès ou non de cette performance, eh bien, regardons simplement les chiffres bruts ici. Nielsen estime que 128 millions de personnes ont regardé le match du Super Bowl hier soir, sans compter la performance de la mi-temps. Ce chiffre est monté à 135 millions de téléspectateurs pendant la performance de la mi-temps. Donc des gens se sont levés en se disant « Je ne veux pas regarder ça. Je ne vais pas regarder tout le match du Super Bowl, mais je vais quand même me brancher pour la performance de la mi-temps. Parce que les gens sont toujours outrés le lendemain matin et je veux savoir de quoi ils parlent. » Donc, selon les premiers rapports, 7 millions de personnes supplémentaires ont commencé à regarder la performance de la mi-temps. Donc, Bad Bunny, objectivement, que vous l'aimiez ou non, il a réalisé une performance de mi-temps du Super Bowl réussie en termes de chiffres. Cela signifie que je dirais que les lignes politiques inutiles du Super Bowl tracées par Turning Point USA n'ont pas réussi à détourner les téléspectateurs de la NFL. Maintenant, au cas où vous l'auriez manqué, dès que Bad Bunny a été annoncé, il y a eu immédiatement un retour de bâton. Parce qu'il a porté une robe, ce à quoi je suis très opposée, car pour moi, il est évident pourquoi il trouve ces hommes et les met dans des robes. Cela touche à la théologie, à propos de laquelle il n'est probablement pas au courant. Pour être honnête, si je m'asseyais avec Bad Bunny et que je lui parlais de l'origine de tout cela et du pourquoi, on le met dans une robe pour l'émasculer, il ne reconnaît pas cela comme étant la foi de quelqu'un d'autre. C'est le cas. Je trouve cela mauvais. C'est en essence kabbalistique et satanique. Nous en avons déjà parlé. Mais c'est la raison pour laquelle les gens ont été immédiatement indignés. Donc tout le monde disait « Oh, c'est très évident ce qu'il va faire. Il va rendre le spectacle inutilement gai. » Et à cause de cela, Turning Point USA a annoncé qu'il produirait un spectacle alternatif, soi-disant All-American, pour la mi-temps du Super Bowl. Et le président Trump a tweeté, ils avaient beaucoup de gens de tout le spectre politique du côté républicain qui tweetaient à propos de « Hey, éteignez votre télé ». Personne n'a éteint sa télé. On peut dire que personne ne l'a fait. En réalité, les chiffres ont grimpé. OK, mais c'est la raison pour laquelle ils se sont lancés là-dedans. En fait, Bad Bunny n'a pas porté de robe au Super Bowl. Il ne l'a pas fait. Ce qui, comme je l'ai dit, je suis totalement contre. Je ne pense pas qu'on doit volontairement efféminer les hommes. Donc, cela nous amène à la performance de Turning Point USA. Maintenant, c'était un pré-enregistrement, c'est médiocre. Bunny était en direct, mais le concert de Turning Point USA datait de plusieurs semaines. Ils ont eu le temps de le monter. Maintenant, je vais laisser de côté les artistes qui se sont réellement produits. Kid Rock, Lee Brice. Je tiens à être clair, j'adore la musique de Lee Brice. Je suis allée à un concert de Lee Brice ici en ville. Donc, il ne s'agit pas ici de faire un commentaire sur eux, mais plutôt de souligner l'audace de ce qu'a fait Turning Point USA en tant qu'organisation. Turning Point USA dirige désormais en réalité la campagne présidentielle de Kamala Harris. D'accord. Aucun démocrate n'a voté pour Kamala Harris, ils ont voté pour Biden. Puis ils ont dit « Voici Kamala face à Donald Trump ». Les démocrates ont accepté car la machine du DNC avait trop de fonds. Ils se sont dit « On fonce ». C'est tout. Et ils ont ignoré les véritables indicateurs et ont simplement dit « C'est comme ça ». Et ensuite, ils ont fait semblant d'être scandalisés et choqués lorsque Kamala Harris n'a pas gagné. Turning Point USA a maintenant tellement d'argent qu'ils pensent, de la même manière, pouvoir carrément acheter la réalité. Ils veulent que vous croyiez, c'est incroyable, je vais vous expliquer à quel point c'est absurde, qu'au moment où ils ont diffusé cette performance de la mi-temps, 6 millions de spectateurs étaient connectés en même temps, juste pour que vous compreniez ce que cela signifie. 6 millions de personnes, en même temps, regardèrent cela à travers le monde. C'est ce que signifie l'audience simultanée. Donc, ils ont décidé de se connecter à cette performance de la mi-temps du Super Bowl. Et je veux que vous l'entendiez directement de la bouche d'Andrew Colvett. Faisons passer cet extrait, Don, si tu peux. Andrew, j'ai regardé ton émission. C'était super. Comment ça s'est passé pour toi? As-tu une idée du nombre de personnes qui ont regardé? Oui, en fait, ça nous a un peu sidéré, Brian.
Et tu sais, à un moment donné, sur tous les différents réseaux sociaux, on a vu plus de 10 millions de vues simultanées. Donc ça, c'était en additionnant tout sur Rumble et tous nos partenaires uniquement du côté des réseaux sociaux. Et maintenant, les chiffres continuent d'arriver petit à petit. Je veux dire, là, pendant que je suis assis ici, les chiffres de YouTube continuent de se mettre à jour, encore et encore. Donc, on essaye de tout rassembler. Ce que je peux dire avec certitude, c'est qu'on a maintenant dépassé les 20 millions de spectateurs rien que sur les réseaux sociaux. On n'a même pas encore reçu les analyses de nos diffuseurs partenaires. Comme tu le sais, parfois, les audiences prémestières prennent un peu de temps, mais ça fait 22 millions de spectateurs. Et on ne sait pas combien de personnes étaient rassemblées, 3, 4, 10 dans une pièce, à regarder ensemble. Donc, on va essayer de donner notre chiffre final dès que possible. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que plus de 20 millions d'Américains ont regardé le All-American Halftime Show ce soir. C'est ce qu'il peut affirmer avec certitude. Maintenant, pour les personnes qui sont sur YouTube, les YouTubeurs, pour ainsi dire, comme moi, depuis plus de 10 ans, j'étais simplement stupéfaite qu'ils allaient essayer de vendre ça, qu'ils allaient faire ce qu'il a fait avec son visage et simplement mentir et faire semblant. 6 millions, je crois, même à un moment donné jusqu'à 10 millions, mais il est indiqué qu'ils avaient 6 millions de spectateurs simultanés rien que sur YouTube. D'accord. Si vous connaissez un tant soit peu YouTube, c'est tout simplement faux d'emblée. En fait, j'ai ri. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est vraiment dingue. Je n'arrive pas à croire qu'ils vont vraiment essayer de faire passer ça. Et je vais vous expliquer tout ça pour que vous n'ayez même pas besoin de mon expérience sur YouTube pour comprendre pourquoi ce chiffre est impossible. Tout d'abord, vous pouvez simplement faire ce test. Qu'est-ce qu'on a? En ce moment, nous avons 95 000 personnes qui regardent cette émission. Dès que cette émission se termine, je veux que vous regardiez combien de vues YouTube va lui attribuer instantanément. Il y aura probablement quelque chose comme 200 000 à 300 000 vues immédiatement pendant que le comptage continue. Voici une capture d'écran de leur audience après que 6 millions de personnes se sont connectées en même temps, exactement au même moment. Donc, c'était 6 millions de personnes qui regardaient. Là, on a 95 000 personnes qui regardent en ce moment. Sur YouTube, dès qu'ils ont terminé, regardez, 5 839 vues avec 175 commentaires. C'est une mesure impossible à obtenir. Mais 667 000 mentions « j'aime », c'est inventé. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, vous ne savez peut-être pas comment fonctionne YouTube. Permettez-moi donc de vous le présenter d'une autre manière. Vous pouvez ainsi vraiment vous imprégner de l'abjection que cette organisation a engendrée. Et il n'y a tout simplement aucun lien avec la vérité. Alors, je vais maintenant vous présenter la liste officielle des meilleures chaînes YouTube en fonction du nombre de spectateurs simultanés. Nous allons parcourir cette liste pour que vous compreniez bien ce qu'on vous demande de croire. Tout n'est qu'une supercherie des riches. C'est ce qui se passe en ce moment. Voici les records du plus grand nombre de spectateurs en direct simultané sur YouTube. Voici les événements concernés. Le numéro 1 était en Inde. C'est une nation d'1,5 milliard d'habitants. Ils ont eu une mission lunaire et 8 millions de personnes en Inde l'ont suivi en direct. C'est crédible, non? Turning Point veut vous faire croire qu'ils sont maintenant en 2e position, d'accord? Les places suivantes, de la 3e à la 20e, concernent toutes du vrai football, c'est-à-dire le soccer pour les Américains. Vous pouvez voir qu'il s'agit de la Coupe du Monde qui est le plus grand événement sportif au monde. Et quand les gens l'ont regardé en streaming, il semble que la Coupe du Monde 2022 arrive en 2e position avec le match Brésil contre Croatie. Lorsqu'il a été diffusé sur YouTube, 6,1 millions de personnes l'ont regardé. Encore une fois, c'est le plus grand sport au monde, le football, soccer. Ils essaient de nous faire croire que le football américain, qui n'a d'emprise qu'aux États-Unis, c'est littéralement un sport pour l'Amérique. Et puis Turning Point USA arrive et divise les fans en disant « Nous, on fait juste un spectacle de mi-temps conservateur. » Donc ils réduisent même de moitié leur potentiel d'attirer la moitié des amateurs de football, des gens qui regardent le football. Et en plus de ça, il y a les gens qui sont divisés parce qu'ils n'aiment tout simplement pas ça. Ce qu'est devenu Turning Point USA depuis que Charlie a été assassiné et leur rapport relâché, leur relation distante avec la vérité depuis l'assassinat de Charlie. Ils veulent vous faire croire qu'en dépit de tout cela, ils sont numéro 2. Ils ont battu le record, donc adieu le football dans le monde entier.
C'est maintenant Turning Point USA. 6 millions de personnes se sont connectées en direct pour regarder leur Kid Rock et Lee Brice, et il y avait quelques autres artistes qui étaient impliqués. Une performance préenregistrée, d'accord. Maintenant, d'après ce que j'ai pu comprendre en regardant ça, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Ils vont nous imposer Erika. Comme dit, c'est comme pour Kamala, on n'y peut rien, on baisse les bras. Nous sommes littéralement des victimes ici. Ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. Et on va se taire et on va l'accepter. Et on va devoir accepter ça. Des sondages audacieux, ce sera Andrew Colbert sur Fox News. C'est incroyable. Elle est plus populaire que Cristiano Ronaldo. Internet adore ça. YouTube l'adore et on est stupéfait d'avoir réussi ce coup. C'est ça l'ambiance, d'accord? Nous ne vivons plus dans une méritocratie et Turning Point USA est désormais, en quelque sorte, les Righteous Gemstones. Si tu n'aimes pas Erika, c'est parce que tu n'aimes pas Jésus. Si tu n'aimes pas ce que Turning Point est devenu, c'est parce que tu n'aimes pas Jésus. Voici notre nouvelle réalité achetée. Et je veux vraiment que tu comprennes bien ce point. C'est incroyable de souligner à quel point ce qu'ils ont présenté ici est absurde. En tant que YouTubeur, ça m'offense. Ceux qui bossent dur sur leurs émissions devraient l'être aussi. Je dirais que l'événement le plus authentiquement regardé sur la chaîne YouTube de Turning Point USA a eu lieu juste après que Charlie Kirk se soit fait assassiner. Souvenez-vous, Erika s'est d'abord adressée à la nation et elle l'a fait dans le studio de Charlie. Personne. Tout le monde était derrière elle à ce moment-là, attendant de voir ce qu'elle allait dire en tant que veuve. Si vous allez en ligne maintenant, son discours en tant que veuve à la nation compte 4,1 millions de vues sur la chaîne YouTube de Charlie Kirk. Il y a aussi 36 000 commentaires. D'accord, donc 4 millions de vues, 36 000 commentaires. Si vous connaissez YouTube, c'est cohérent. Ils n'ont pas truqué ça. C'est authentique. Je veux que vous compariez cela au spectacle de la mi-temps de Turning Point, qui, tout comme le vote de Biden en 2020, quand nous dormions, plein d'autres vues sont arrivées sur YouTube. Les gens disaient « Je l'aime encore plus pendant la nuit ». Celui-ci a maintenant plus de 20 millions de vues et pourtant seulement 46 000 commentaires. C'est impossible. C'est littéralement inventé. Comme je l'ai dit, vous savez que l'adresse d'Erika est une représentation authentique des vues à cause du ratio vues-commentaires. Je vais vous donner un exemple. Mon dernier épisode, une lettre à Erika sur YouTube, qui a obtenu 3,1 millions de vues à 28 000 commentaires. Donc, c'est presque trop proche pour une vidéo à 20 millions de vues. Maintenant, pourquoi est-ce que cela compte vraiment? Pourquoi est-ce que je passe du temps à vous parler de ça? Parce que c'est une analogie parfaite de ce qu'est devenue cette organisation. Riche, corrompu et malhonnête. C'est en pleine face. Pour moi, cela rappelle tellement tout ce que Tucker a dit lorsqu'il est monté sur scène au SAS quand les donateurs juifs se sont fâchés, quand il a remis en question exactement d'où venait cet argent, comment ces gens deviennent milliardaires, des gens qui ne sont pas impressionnants, qui ne sont pas intelligents. Et soudain, on apprend simplement qu'ils sont milliardaires. On leur jette de l'argent. Et il y a des gens qui sont plus intelligents qu'eux, qui travaillent au plus dur qu'eux. Et il dit essentiellement que nous ne vivons plus dans une méritocratie. C'est juste une fiction, une pure fiction. Et je veux aussi souligner ici que ce qui me dérange, c'est que c'est exactement tout ce que Charlie Kirk détestait. Quand nous étions sur le terrain, nous parlions de la nécessité des marchés libres. Ceci n'est pas un exemple de marché libre. C'est un exemple de capitalisme de connivence. C'est du capitalisme de connivence. Accepte-le. Nous sommes plus grands que Cristiano Ronaldo. C'est ainsi. C'est juste, tu avais genre. Alex Clark tweetait sans honte. Tout le monde disait que c'était fini pour nous, mais regardez ça. 100 millions de vues. Ce n'est que de la fiction. C'est tellement fictif que même Tyler Boyer, qui se trouve être un déviant sexuel et aussi un homosexuel assumé à temps partiel, tweet cela à propos de la performance de Bad Bunny. Il a effectivement tweeté ça. Pourquoi le point de virage des États-Unis? Et il a écrit « Pourquoi? TPUSA a battu des records de streaming en direct sur YouTube ce soir. Et il le prouve? Si je ne me trompe pas, il apprécie probablement ce moment où deux hommes dansent l'un sur l'autre. Et de toutes les personnes susceptibles de tweeter cela, c'est Tyler Boyer. Il s'agit de Tyler Boyer.
Tout est faux. Une grande partie est homosexuelle. Ce sont là, encore une fois, les pierres précieuses justes. Et nous avons affaire, à mon sens, à un faux christianisme. C'est comme une société de christianisme, ce qui nous ramène à Fort Huachuca, soit dit en passant. Quelque chose d'important pour vous? Vous vous souviendrez de Mitch Snow, l'homme qui a dû affronter toute la puissance de la machine de relations publiques d'Andrew et Erika. Il fouillait dans son passé, affirmant qu'il était un menteur invétéré. Mitch en était certain. Il en était certain, et je veux être clair, il n'a pas non plus changé sa version depuis. Pas d'un pouce. Il était certain d'avoir vu Erika Kirk le soir du 8 au Fort Huachuca, quittant un hôtel avec un sosie de Cabot Phillips. Il n'a pas modifié cette version de l'histoire. Malgré le harcèlement injustifié qu'il a subi, en particulier après avoir vu Erika le soir du 8, il affirme être tombé par hasard sur ce qui lui a semblé être la conclusion d'un briefing militaire juste avant une mission, qui se déroulait dans un bâtiment emprunté pour la Task Force conjointe, l'unité de la frontière sud. Et il a été surpris. Il a vu un type portant l'insigne de la JTF. Selon lui, c'était la JTF 10, la 10e montagne. Il a demandé « Où êtes-vous » la croyant dissoute. Ancien de cette Task Force Southern Border, je les ai entendus répondre « Non, on est dans ce bâtiment ». Et il faut savoir que cette Task Force conjointe a d'abord été formée à Tucson, en Arizona. Eh bien, voici une piste plutôt explosive. Et je vais dire que c'est une piste. Je vais la mettre de côté pour l'instant. Il est possible que cela ne mène à rien. Mais j'en parle ici parce que j'aimerais avoir une confirmation dans un sens ou dans l'autre. La semaine dernière, nous vous avons présenté Tracy Martin. Souvenez-vous, Tracy Martin est la meilleure amie d'Erika depuis plus de 15 ans. Erika et Tracy sont très proches. Elles ont tout fait ensemble. Tracy dit que Romanian Angels, Erika a été mannequin pour ses marques de vêtements, tout ça. Ces deux-là et leur famille sont proches. Elle est aussi proche de Laurie et elle est proche de la famille du beau-père d'Erika, si l'on en croit les photos. Et je vous ai dit la semaine dernière que j'avais du mal à trouver des informations sur le mari de Tracy, un homme nommé Thomas Martin. Ça m'a paru étrange. Plutôt costaud. Il a un look un peu militaire à mes yeux, mais ils sont aussi impliqués dans le fitness. Il tenait des salles de sport. Eh bien, nous avons reçu un tuyau intéressant et je vais encore insister sur le fait que ce n'est qu'un tuyau pour l'instant, mais il pourrait être explosif. Il y a un directeur de la patrouille frontalière américaine. Il occupait également le poste de chef de cabinet au sein du Southern Command à Tucson. Et il se nomme Thomas Martin. Il est basé à Tucson, en Arizona, depuis au moins dans les années 80, quand il n'était qu'un simple agent à la frontière, et il a gravi les échelons petit à petit. Mais ce Thomas Martin en particulier a fait de gros efforts pour effacer complètement sa présence publique. Je vais vous montrer ce qu'il reste du lien LinkedIn. Vous pouvez en fait cliquer dessus. Vous pouvez voir, il est écrit Thomas Martin, directeur US. Border Patrol, expérience, localisation, région du Grand Tucson. D'accord, on clique dessus. Ça a tout simplement disparu. D'accord. C'est pareil en regardant sur ZoomInfo. Nous avons de nouveau pu trouver ce genre de relique. Nous avons découvert qu'il était agent en chef adjoint de patrouille au département de la sécurité intérieure. Le département de la sécurité intérieure, pour lequel nous savons que la mère d'Erika Kirk est également impliquée, a de nombreux contrats avec ce département. Il est indiqué qu'il travaille dans les douanes et la protection des frontières depuis 9 ans. Je suppose que cela va continuer avec le département de la sécurité intérieure, mais encore une fois, nous ne savons pas, car tout cela a été effacé. D'accord. J'ai donc commencé à fouiller dans quelques journaux en essayant de trouver le visage de cette personne. Fait intéressant, nous savons, comme je l'ai dit, qu'il a été affecté à Tucson, en Arizona. Ce Thomas Martin, à la patrouille des frontières, au moins depuis 1985. Nous le savons parce qu'il a en fait été mentionné dans un procès en tant que jeune agent. Un procès. Le contenu de ce procès est impressionnant. Ceci est un vieil article de journal, encore une fois, datant du 21 octobre 1985. Il a été publié dans The Times Union et il dit que le mouvement du sanctuaire est en procès. Il nous raconte l'histoire de ce type qui a pris un autostoppeur. Et là, un mouvement est né pour commencer à faire passer des humains clandestinement à travers la frontière et à les cacher dans des églises. Je ne plaisante pas. Je vous assure.
On nous dit que ces pasteurs ainsi que des prêtres travaillaient ensemble. L'Église presbytérienne Southside, 2 prêtres catholiques romains, une religieuse et 6 laïcs de l'Église étaient tous jugés à Tucson pour avoir caché des étrangers en situation irrégulière. Et cette sympathique mention que nous avons de Thomas Martin, nous apprenons que Thomas, l'agent Thomas Martin de la patrouille frontalière, écrivait à ses supérieurs. Essentiellement, l'argument qu'il avance est que nous ne devrions pas envahir ces églises. Parce qu'alors, cela deviendra un sujet de discussion du genre « Oh, regardez ces affreux, vous savez, agents de l'ICE, qui envahissent les églises, et nous ne devrions pas faire ça. » Je vais donc citer directement parce qu'il a témoigné et il a écrit à ses supérieurs, je cite, « Une ruse va consister à appâter la patrouille frontalière afin de montrer au public que les États-Unis, le gouvernement, ne voit aucun inconvénient à enfoncer les portes de leurs églises pour traîner Jésus-Christ dehors afin qu'il soit torturé et assassiné. » Donc il dit que si nous faisons cela, si je comprends bien, cela va devenir un sujet de discussion. Il avance donc l'argument que nous ne devrions pas le faire. Ou alors, cela deviendra un sujet de discussion. Encore une fois, où est ce Thomas Martin? Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de Thomas G. Martin. Si vous faites une recherche et trouvez un autre Thomas Martin qui travaille pour la patrouille frontalière à Buffalo, dans l'État de New York, son nom est Thomas G. Martin. Il ne s'agit pas du même Thomas Martin qui était à Tucson. Nous avons évidemment déjà exploré cette piste évidente. Veuillez ne pas nous envoyer de tuyaux concernant Buffalo, New York et les autres. Thomas Martin, mais concernant celui-ci, n'hésitez pas. Merci de nous envoyer des informations à tips, ou plutôt à tips@candacons.com, car nous aimerions en savoir plus. Peut-être que quelqu'un a travaillé avec ce Thomas Martin. Encore une fois, nous savons qu'il a vécu dans la région de Tucson pendant des décennies, au moins jusqu'en 2011. Je peux trouver une trace de lui travaillant avec le Southern Command, et c'est intéressant. Enfin, j'ai également reçu un tuyau solide, et c'est choquant. La fille de Tracy est en réalité l'assistante d'Erika. Je vais dire soi-disant parce que nous devons confirmer cette information, mais la source connaît ces personnes. Et de façon remarquable, c'est la partie choquante, et là je n'ai pas besoin de dire soi-disant, car j'ai des messages textes datant du 11 septembre. Tracy a dit à des amis que sa fille, qui serait peut-être l'assistante d'Erika, devait être à l'UVU le 10 septembre, mais Tracy avait un mauvais pressentiment à ce sujet. Attends, la meilleure amie d'Erika avait un mauvais pressentiment sur ce qui allait se passer le 10 septembre? Oui. Et donc, elle a empêché sa fille, l'assistante d'Erika, d'y aller. Tracy a eu une intuition divine que sa fille ne devait pas aller à l'UVU, mais elle n'a pas partagé cela avec Erika, alors qu'elle aurait peut-être dû dire que son mari ne devrait pas aller à l'UVU. Peut-être que si tu partages ça, si c'est ta meilleure amie, est-ce qu'Erika a parlé de ça à sa prétendue assistante? On ne devrait peut-être pas y aller. Ma mère dit que je devrais rester car elle le sent mal, que ça va mal finir. Heureusement que Tracy n'a pas envoyé sa fille par intuition, mais en as-tu parlé à Erika? Est-ce que ça vous paraît logique à vous? Est-ce que ça vous semble cohérent à vous? Écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais que ce n'est pas ce qu'ils nous disent qui se passe. D'accord, je vais m'arrêter là. Nous allons faire une courte pause et revenir après quelques messages de nos sponsors. Très bien, merci à vous tous. L'année dernière, Preborn a aidé à sauver plus de 80 000 bébés et aujourd'hui, vous pouvez contribuer à en sauver encore plus. Chaque jour, des milliers de femmes entendent le même mensonge dévastateur, que l'avortement est leur seule option, qu'elles sont seules et qu'il n'y a en réalité aucun espoir. Mais tout change au moment où une mère en détresse entre dans une clinique du réseau Preborn et voit son bébé à l'échographie. Ce moment double ses chances de choisir la vie. Plus qu'une image, entendre ce cœur battre pour la première fois change tout. Elle réalise qu'une vie grandit en elle. Ce n'est pas un problème, c'est une vie à protéger. Soutenons-la dans ce moment par nos prières. Pour 28 $, offrez une échographie salvatrice. 140 $ en finance 5. Ensemble, sauvons un maximum de bébés cette année. Engagez-vous, soyez courageux, soyez leur voix. Pour donner, faites le BAC 250, mot-clé bébé, ou visitez preborn.com/Candice.
Encore une fois, c'est preborn.com/Candice. Je veux aussi vous parler de Balance of Nature, parce que honnêtement, il n'est pas toujours facile de consommer tous ces fruits et légumes quotidiens. Entre vie active et repas rapides, on néglige sa nutrition. Balance of Nature intervient ici. Son système de compléments de fruits et légumes facilite vos apports nutritionnels quotidiens. Faits de produits entiers, ils offrent une phytonutrition puissante en capsules faciles à prendre. Les phytonutriments sont des composés naturels présents dans les plantes qui aident à soutenir votre corps au niveau cellulaire. Ils soutiennent l'énergie, l'immunité, la digestion et le bien-être pour un corps performant. Que vous soyez novice ou hésitant, visitez balanceofnature.com et commandez le Whole Health System en client privilégié dès maintenant. C'est balanceofnature.com. D'accord, il y a quelque chose dont je voulais vous parler, sur lequel je travaillais discrètement pour confirmer la date. Je vais simplement glisser ça ici, sur le même sujet. Je vous avais mentionné il y a quelque temps que le 19 juin, Erika avait supprimé beaucoup de photos de son Instagram, 126 publications qu'elle a effacées. Et je m'étais demandé ce qui avait motivé cela. Pourquoi supprimeriez-vous 126 publications de votre page Instagram? Et quand j'ai fait ma chronologie principale, j'ai réalisé que c'était à ce moment-là. Quand les choses commençaient vraiment à s'envenimer entre Israël et l'Iran, je vous en avais parlé auparavant et je m'étais demandé si elle avait pris l'initiative de faire cela. Après que Charlie ait battu Bibi Netanyahou lors d'un débat, ainsi que tous ses sbires sionistes à la Maison-Blanche, et qu'il ait convaincu Trump de ne mener qu'une opération militaire limitée, pas un exercice, une opération militaire limitée en Iran, qui a fini par s'appeler l'opération Midnight Hammer, eh bien, je peux maintenant confirmer que la date à laquelle Charlie est allé à la Maison-Blanche, est entré à la Maison-Blanche et est monté. Il s'est retrouvé face à face avec Bibi Netanyahou et ses sbires qui voulaient plus d'action en Iran. Et il a gagné, c'était le 18 juin. Donc, pour que ce soit très clair, le 18 juin, Charlie affronte les sionistes et Bibi Netanyahou, qui essaie de convaincre Trump qu'il faut en faire plus. Plus d'actions en Iran que l'Amérique devrait soutenir. Évidemment, Charlie est là en train de dire que la base va détester ça. Ne fais pas ça. C'est une très mauvaise idée. Et Charlie l'emporte. Tucker en a parlé. Vous pouvez trouver les extraits où Tucker parle du fait que Charlie a défendu l'Amérique, a vraiment défendu les Américains et a dit « Ne faites pas ça. Vous savez, vous aviez promis pas de guerre. Gardez cela comme une opération limitée. » C'était le 18 juin. Le lendemain, le 19 juin, Erika vide son Instagram. Elle supprime 126 publications. Je m'étais demandé si ça s'était passé comme ça, que Charlie avait énervé bébé et qu'ensuite Erika avait vidé son Instagram. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais je voulais vous donner ce point de données qui vient de notre chronologie principale. Bon, on change de sujet ici. Pas complètement. Autre chose qui figure sur notre chronologie principale, c'est bien sûr cette histoire des Hamptons qui était vraiment étrange. Il y a eu tellement de mensonges qui en sont sortis. Moi, et il faut aussi créditer Max Blumenthal, avons révélé cette histoire selon laquelle Charlie avait eu, comme nous l'avions décrit, une confrontation très houleuse. Et il était poussé par des sionistes à propos de son soutien changeant envers Israël. Ils sont tous sortis et ont fait des déclarations bien propres, bien préparées, disant que ce n'était pas vrai. Ils ont décrit ça comme « Oh, nous étions… » Et c'était juste, vous savez, lui soumettre quelques idées. Et Charlie a dit « Eh bien, c'était juste un débat animé selon eux. » Et j'ai dit non. Max Blumenthal a dit non aussi. Ce n'est pas ce qui s'est passé dans les Hamptons. Non, ils mettèrent la pression sur Charlie. Il était stressé par ça. Et les choses se sont envenimées. On lui criait dessus. Il répétait toujours ce récit. Eh bien, entre en scène cette héroïne, Carrie Prejean Buller. Et elle est catholique. Je vais le préciser parce que ce matin, c'est vraiment une affaire de catholiques. Il y avait une audition de la Commission pour la liberté religieuse sur l'antisémitisme et Seth Dillon du Babylon Bee s'est levé. C'était le chef. Lui et Natasha étaient des chefs pour mettre la pression sur Charlie dans les Hamptons, d'accord? Et Seth Dillon est juste censé être le gars drôle qui témoigne du Babylon Bee à propos de la montée de l'antisémitisme. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et Kerry a saisi l'occasion, puisqu'il est sous serment. Quand on témoigne, on est vraiment sous serment, pour lui poser des questions sur une variété de sujets.
Tout d'abord, elle le presse parce qu'il était aussi l'un des chefs de Christ et roi, considéré comme antisémite, et elle l'interroge à ce sujet. Écoutons ce qu'elle avait à dire. Qualifier cela d'antisémite, si vous regardez le contexte de ce qu'ils disent, ou s'ils disent bon, simplement Christ est roi comme Ça pourrait être, il faut. regarder le contexte. Mais Je dirais que c'est antichrétien. Si tu analyses pourquoi je dis Christ est roi, dire la phrase Jésus-Christ n'est pas prendre le nom du Seigneur en vain. Sauf si tu le fais dans un certain contexte, n'est-ce pas? Le contexte compte. ouais. Donc, Pour revenir à Candace Owens, quand elle travaillait pour le Daily Wire, ton amie Ben l'a virée parce qu'elle a dit Christ est roi. et je n'ai jamais dit que ce qu'elle a dit était antisémite. D'accord. Mais tu la traites d'antisémite? Ah oui, parce qu'elle a dit bien pire que ça. D'accord. Passons à autre chose. Tout le monde semble obsédé par Candace. Ma dernière question. Pourquoi étais-tu au Hampton? Est-ce que tu peux juste, Vite fait. penses-tu que quoi que ce soit que Candace ait dit soit antisémite? Non, je ne pense pas. Rien, jamais. C'est intéressant. Je veux dire, je l'écoute tous les jours. Tu devrais te renseigner. Je n'ai rien entendu sortir de sa bouche que je pourrais qualifier d'antisémite. Ça dégouline de lui, comme le mal, la malhonnêteté. Ensuite, il se met à dire tout un tas de choses que je n'ai jamais dites, évidemment, parce qu'ils sont obligés d'inventer des trucs. Et il dit, non, maintenant, elle dit ouvertement ce qu'elle pense des Juifs, et il n'y a aucune distinction entre les sionistes et les Juifs. Oui, il y en a une. La moitié du temps, j'attaque ces sionistes chrétiens pour exactement la même raison, parce qu'ils essaient de nous vendre la suprématie raciale. Ce qui est en réalité juste une suprématie israélienne, non? Et ils nous disent que si nous n'adorons pas Israël, c'est problématique. Et heureusement, elle se lève et elle le confronte à ce sujet. Elle lui dit « De quoi parles-tu, au juste ?» Et donc, comme tu le vois, elle est en train de poser les bases pour ça. Elle décide de passer au sujet des Hamptons. Et voici ce que Seth Dillon avait à dire. La réunion des Hamptons était une retraite organisée par Charlie. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent cela. Je vais vous donner un peu de contexte. Mais il y a eu une affirmation selon laquelle une intervention aurait été organisée avec Charlie, où des gens l'ont entraîné dans une pièce de manière très agressive, l'ont mis sous pression et l'ont fait chanter. Parce qu'ils avaient l'impression qu'il s'éloignait de son soutien à Israël. C'était l'affirmation. La retraite des Hamptons, et donc la retraite des Hamptons, a été présentée de cette façon. Mais ce n'était pas du tout le cas. Il y avait environ 30 personnes triées sur le volet et invitées personnellement par Charlie. C'est lui qui nous y a amenés. Il se tenait devant eux, dans la salle, avec un micro pendant toute la durée de l'événement. Le thème, c'était « Sauver l'Occident ». Son principal sujet de préoccupation était la menace de l'islam, le problème de l'islam. Il y a eu un débat animé et passionné sur la question d'Israël dans la salle, mais c'est Charlie lui-même qui a lancé le débat et il voulait entendre différents points de vue à ce sujet. Donc, nous avons exprimé beaucoup de nos points de vue. L'un des points sur lesquels je n'étais pas d'accord avec lui, c'est qu'il a dit que, vous savez, si vous êtes vous-même, si vous n'êtes pas suffisamment favorable à Israël, cela peut vraiment vous ruiner dans une position comme la sienne. Si vous critiquez Israël ne serait-ce qu'un peu, ils essaieront de vous dénigrer et de vous détruire, de vous insulter, de vous traiter d'antisémite, etc. Et cela peut vous ruiner. Et j'ai dit oui, bien sûr, c'est vrai, mais cela peut aussi coûter très cher de s'opposer à ces personnes. J'ai donné l'exemple de ma propre expérience où j'ai critiqué, j'ai critiqué les critiques d'Israël et ils ont essayé de me détruire. Et donc, vous savez, on peut tous, vous savez, se plaindre et pleurer à propos des conséquences de ce qui pourrait arriver si on dit certaines choses, mais chacun a le droit de donner son opinion et de dire ce qu'il pense. Donc, il y a eu des échanges comme ça, mais beaucoup de gens sont ensuite intervenus pour dire que cela avait été complètement déformé et que c'était vraiment malveillant. Ce qu'elle a fait, vous savez, mentir sur une situation comme celle-là et essayer de la présenter comme si les Juifs essayaient de faire chanter Charlie. Cela a entraîné des menaces de mort. Elle l'a pas dit, Elle l'a absolument dit. ça. Elle a mis mon visage sur l'affiche de Souviens-toi l'été dernier, suggérant que j'étais impliqué dans son meurtre. D'où la tentative de meurtre sur ma famille et moi avant l'arrestation au Texas. J'adore les sionistes. Ils arrivent toujours à être des victimes. Elle a mis mon nom. Mon visage est en miniature de Souviens-toi l'été dernier. C'est objectivement hilarant. Bravo à moi, c'est fantastique. Et il veut nous faire croire que ça a failli mener à son meurtre. Ils sont vraiment tellement criminels.
Il massacre massivement des enfants à l'étranger, puis le justifie. Ziotis, voilà la réalité. Et ensuite, tu les mets sur une petite affiche miniature, comme dans « Souviens-toi l'été dernier », parce que c'est un jeu de mots. Oui, c'en est un. Et on parle bien des Hamptons, et maintenant il dit « J'ai failli me faire tuer. J'ai failli mourir. » Ce n'est pas acceptable. C'est mal. Non, ce qui est mal, c'est que tu as menti. Et maintenant, tu ajustes ton histoire. Tout le monde, retournez regarder les extraits où ils discutent de ce qui s'est passé dans les Hamptons. Et elle a raison. Je n'ai jamais dit qu'il avait été victime de chantage. Charlie a décrit ce qui s'est passé dans les Hamptons comme s'il avait été victime d'un chantage moral. Et d'ailleurs, vous pouvez trouver des extraits de Charlie parlant du fait qu'il avait l'impression d'être victime d'un chantage moral à cause de sa position sur Israël. Ce sont les mots de Charlie, pas les miens. Et il avait le sentiment d'être victime d'un chantage moral à cause de ce qu'a fait Seth Dillon. Donc pour commencer, selon Dylan, c'était juste un moment agréable, charmant. Un esprit de débat. Maintenant, il change cela et il admet que ça s'est échauffé. Ah bon, où était-ce? Pourquoi n'as-tu pas pu reconnaître que ça s'était échauffé avant, Seth, quand on disait que c'était vrai et que c'est ce qui s'était passé? Et d'ailleurs, ils ne veulent jamais aborder les faits, même quand tout est sorti, ces déclarations soigneusement orchestrées à la manière juridique pour dire « Oh, il ne s'est rien passé dans les Hamptons ». Personne ne voulait même aborder le fait que Bibi Netanyahu a appelé ce que je vous ai dit, ses produits. Tout ce que j'ai dit était vrai. Ça s'est échauffé. Charlie était sous pression. Il était tellement stressé par ce qui s'était passé dans les Hamptons que cela a déteint sur sa conversation avec Megyn Kelly. Bravo à Megyn d'avoir dit la vérité sur ce qu'il ressentait. Bravo à Tucker Carlson d'avoir dit la vérité sur ce qu'il ressentait. Ils étaient juste là, oh non, ils nous l'ont dit. Charlie n'a même jamais bronché sur Israël. Maintenant, il dit que ça s'est échauffé. Eh bien, pourquoi cela se serait-il échauffé? Était-ce un faux débat, comme ils ont essayé de le présenter? Pourquoi cela se serait-il échauffé? Si la position de Charlie ne changeait pas, pourquoi cela se serait-il échauffé? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Il s'est juste emporté à propos de combien il aimait Israël dans la pièce. Il a dit « Je suis tellement en colère que les gens ne comprennent pas à quel point je l'aime. Je l'aime. » Et Seth était là, genre « Je sais. » Et ils se sont fâchés et échauffés parce qu'ils aimaient tous les deux tellement Israël. C'est ce qu'ils voulaient nous faire croire. C'est insupportable. Ils mentent, mais ils ne ressentent rien quand ils mentent. D'accord. Tout comme Josh Hammer. C'est Seth Dillon. Ils ont tous menti sur ce qui s'est passé dans les Hamptons. C'était tendu. Charlie était mis sous pression. Je l'ai dit factuellement parce que j'avais des témoignages oculaires de ce qui s'est exactement passé. Et c'est un fait. Bibi Netanyahu a appelé. Erika affirme qu'il n'a pas proposé de faire passer Turning Point à l'étape suivante. D'accord, Erika. Andrew Colvett affirme avoir proposé de faire passer Turning Point à l'étape suivante. Et maintenant, il veut revenir en arrière et ne plus aborder ce point. Parce que tout ce que je vous ai dit était vrai. Charlie disait « pas de Netanyahou ». Il n'en voulait même pas, lassé d'Israël. Quelqu'un veut vérifier ce fait? Bibi Netanyahu a-t-il voulu faire le podcast de Charlie lors de sa tournée en juillet ou en août à ce moment-là? La réponse est que je dis la vérité, d'accord? Je dis la vérité. Et la seule raison pour laquelle ils mentent à ce sujet, à mon avis, c'est parce qu'on ne ment que lorsqu'on a quelque chose à cacher. Et ça ressemble à un mobile. Il protège Bibi et ce récit car il y a un mobile. Sinon, tu dirais juste t'être disputé. C'est dommage que ce soit notre dernière fois. Si tu étais quelqu'un d'honnête et que tu n'avais rien à cacher, c'est ce que tu dirais. Je dirais, mec, je regrette vraiment que ce soit mes derniers mots pour lui. La vie est courte. C'était tellement stupide. Je me fiche même de son opinion sur Israël maintenant, mec. Je me sens juste horrible. Non. Ils ont tous dit, c'est un menteur. Et maintenant, on découvre peu à peu la vérité sur ce qui s'est échauffé, sur ce dont il discutait. Charlie se sentant, comme il le décrit lui-même, moralement pris en otage, lui disant que c'est désastreux. Si tu dis quoi que ce soit sur Israël, soudainement, c'est désastreux pour ta carrière. Et Seth était remonté. Pas Josh Hammer, je précise. Ce n'était pas Josh Hammer qui s'est énervé dans cette pièce. C'était Seth. Et Seth, tu as juste l'air d'un menteur. C'est toute ta présence là-bas. Si vous retournez regarder la façon dont il trébuche sur ses mots, il ment tout simplement. Il est juste en train de mentir. Et j'aime bien la petite touche du Babylon Bee parce que maintenant qu'on en vient à ta véritable théologie directrice, qui n'est d'ailleurs pas le judaïsme, tout cela prend parfaitement sens. Tu n'es pas du tout le gars drôle.
À mes yeux, tu es complètement déséquilibré. Et tu devrais éprouver des remords pour ce que tu as fait subir à Charlie au final. Tu aurais dû venir en ligne et avoir un minimum de conscience à ce sujet. Raconter des mensonges au public à propos de ta dernière rencontre avec lui. Mais bien sûr, tu ne le fais pas. Ça semble être, en fait, tout le récit sioniste de nos jours. Vous faites des choses aux autres et vous prétendez sans cesse être les victimes, y compris à cause d'une affiche. Et, Seth, je sais ce que tu as fait l'été dernier. D'accord, nous reviendrons après une courte pause. Très bien, vous tous. En tant que mère, j'ai appris que le confort compte. Après de longues journées, des genoux écorchés, des emplois du temps chargés et toutes les émotions que la vie nous réserve, parfois, ce dont on a vraiment besoin, c'est simplement d'être bien au chaud. Et c'est pour ça que j'adore la couverture Cuddle de Cozy Earth. C'est la couverture idéale le soir, au calme, sur le canapé ou pour offrir de la chaleur à un proche. Douce et confortable, c'est un vrai cocon. Pour la Saint-Valentin, la couverture Cuddle est idéale pour votre partenaire, vos enfants, votre meilleur ami ou même pour vous-même. Parce que l'amour, ce n'est pas toujours des roses et des chocolats. L'amour, c'est offrir chaleur, attention et repos. C'est là l'essentiel. Vous pouvez l'essayer sans aucun risque. Cozy Earth propose un essai de sommeil de 100 jours, ce qui vous laisse largement le temps d'en tomber amoureux. En plus, tout est garanti 10 ans, ce qui prouve qu'ils prennent vraiment la qualité et le confort au sérieux. Partagez plus d'amour en février et enveloppez-vous ou un proche de confort unique. Allez sur cozyearth.com et utilisez mon code Candice pour obtenir jusqu'à 20% de remise. C'est le code Candice pour bénéficier de jusqu'à 20% de réduction. Si vous recevez une enquête, dites-leur que vous venez de Cozy Earth. Savourez chaque instant avec un confort quotidien précieux. Pensez aussi à American Financing. Avec l'inflation et les dépenses, il est facile d'être dépassé, surtout si vous dépendez de vos cartes de crédit pour l'essentiel. Face à vos dettes, vous n'êtes pas seul. Propriétaire, vous songez à American Financing, mais hésitez à perdre votre taux actuel bas. American Financing propose le Smart Equity Loan pour assainir vos finances sans toucher à votre taux hypothécaire actuel. Contrairement au HELOC fluctuant, ce prêt offre un taux fixe et des paiements prévisibles. Utilisez la valeur de votre maison pour solder vos dettes et libérer du cash, tout en gardant votre prêt actuel. Test d'éligibilité gratuit. Appelez le 800-795-1210. C'est le 807-95-1210 ou allez sur americanfinancing.net/Owens. americanfinancing.net/Owens. Pourquoi es-tu gay? Les produits dérivés sont désormais disponibles sur le site web. Pour comprendre pourquoi Emmanuel Cronin est gay, ce nouveau produit dérivé est disponible sur le site. C'est une excellente façon de soutenir l'émission. Vous pouvez aller sur candaceowens.com, acheter des produits dérivés et nous restons indépendants. Nous ne suivons pas la direction du vent et nous n'avons pas de gens qui nous surveillent en nous disant ce que nous devons dire. Aussi, j'aimerais atteindre les 100 000 abonnés. Voyons si nous pouvons y arriver cette année. Je fixe mon objectif du nouvel an un peu tard ici. Nous avons fusionné nos niveaux d'abonnement en un seul niveau, Club Candice à 11 $ et 99 cents par mois, où vous pouvez payer 120 $ pour toute l'année. Le club de lecture est l'endroit où nous approfondissons beaucoup de ces sujets, parce que nous le pouvons. Parce que nous sommes sur notre site web, Topcom du dernier épisode sur Ma chère Erika. J'ai vu à quel point ça est devenu viral sur TikTok. Et je tiens à remercier les utilisateurs de TikTok pour leur mème objectivement hilarant dans les commentaires. Je ne comprends pas ce qui ne va pas chez les utilisateurs de TikTok. T'es très drôle, mais t'es méchant. Et c'est à cause de gens comme toi qu'Israël prend le contrôle de TikTok. Je veux que tu saches que c'est de ta faute. Le meilleur commentaire du dernier épisode à ce sujet, c'est « Quand ils ont planifié ça, ils n'avaient pas prévu Candace. » Je ne pense pas que le mal prévoit jamais la bonté ou quoi que ce soit d'authentique. Et ma relation avec Charlie était authentique. Je savais qu'il ne l'était pas. C'était une fausse guerre. Et il était juste comme un petit frère, c'est tout ce que je peux dire, qui m'agaçait de bien des façons. Et je suis sûre que je l'agaçais aussi de bien des façons, mais il ne méritait pas cette fin. GN 2176 écrit « Candace, merci pour tout ce que tu fais dans cette enquête. » En voyant cette histoire, un livre semble s'écrire sur le procès de Charlie Kirk avant son exécution le 10 septembre. Tel saint Thomas mort, Charlie Kirk était-il aussi un homme pour toutes les saisons? J'ignorais qu'un livre était en cours d'écriture. Cela ne me surprend pas du tout. Je voudrais
Je serais intéressée d'en savoir plus sur l'auteur de ce livre. Jay Nichols écrit « Je suis retournée au premier article après le 10 septembre et j'avais oublié le déroulement de ce voyage. Au fait, où as-tu trouvé ton t-shirt, Cloud? La vérité est indéniable. J'aimerais te connaître. On pourrait être meilleurs amis, du même moule. Je ne sais pas de quel t-shirt, Cloud, tu parles. Quel t-shirt, Cloud? Je suppose? Ah, le joli pull bleu. Je l'ai acheté à Londres. En fait, je prends pratiquement tous mes vêtements viennent de Londres. J'achète tout le nécessaire une fois par an car ces jolies boutiques proposent des choses qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Jay écrit « Je suis retournée à déjà lu ». Leslie écrit « Merci infiniment pour ta détermination et ton intégrité. Merci de nous donner l'espoir que la vérité et la bonté triompheront. Dis-moi, est-ce que les parents de Charlie t'ont appelé pour valider tes démarches de justice pour lui? Non, ils ne l'ont pas fait. Et nous sommes toujours en train de traiter certaines des pistes. Je n'ai reçu aucune communication de leur part. Je peux vous dire qu'ils ont toujours été extrêmement discrets. Je les ai rencontrés peut-être quelques fois seulement, au début de Turning Point USA. Je sais qu'ils ont assisté à quelques événements. Je n'ai jamais rencontré sa sœur. Beaucoup de gens posent des questions à ce sujet, se demandant si leur silence signifie quelque chose. Je ne pense pas. Ils sont évidemment en deuil, ayant perdu Charlie, et ils se sont toujours abstenus. Donc, ce n'est pas nouveau. Nance the Rock écrit « Merci Candice pour ton travail incroyable ». Alicia écrit « J'ai été perplexe quant à la raison pour laquelle Erika accepterait si volontiers la version des fédéraux et la confiance. Notre récit du système judiciaire concernant Tyler Robinson. Je viens de réaliser que, bien sûr, elle accepterait ce récit tant qu'il s'intéressait à quelqu'un d'autre, et pas à elle ou à TPUSA. Ce que je dirais, c'est que toute personne qui vous dit cela remettre en question les personnes autour qui ont potentiellement un motif d'1 milliard de dollars pour que la personne ne soit pas là. C'est vous demander d'être idiot. Il vous demande d'être le genre de personne qui regarde 6 millions de spectateurs simultanés pour un show de mi-temps qui n'est apparu que sur YouTube et qui, en gros, a dit à la moitié du pays « Allez vous faire voir, c'est aussi gros que la Coupe du Monde. » C'est ridicule, franchement. Et on a l'impression que c'est la tendance actuelle, non? C'est comme si c'était la direction qu'ils veulent qu'on accepte. La stupidité est juste se dire « Ah, d'accord, ça a du sens. » Et ils peuvent faire de n'importe qui une célébrité parce qu'ils ont le pouvoir, les ressources et une équipe de relations publiques. Et le lendemain matin, ils se réveillent et ils ont juste plein de gens. Ils invitent Andrew Colvin et disent « Oui, on l'a fait. On a battu un record du monde. » On est en train de littéralement, on essaye de battre un record du monde Guinness. C'est ce qu'ils font. Si ces chiffres sont vrais, ils vont entrer dans le livre Guinness des records. Et ce que ça veut dire, c'est qu'ils n'ont aucune confiance en nous. Ils pensent que nous sommes stupides et facilement manipulables. Et je suis content qu'au moins nous leur prouvions le contraire. Schlewalt écrit « Merci d'avoir enfin appelé ça les Righteous Gemstones. J'ai essayé de le dire à tout le monde. En fait, je n'ai même pas regardé la série, mais j'ai un peu ressenti l'ambiance. J'ai vu quelque chose en ligne qui avait été posté. Je me suis dit « Ok, oui, c'est ça. C'est sûr. » Cette personne, Annie, écrit « Candice, es-tu sur Up? Fais défiler. Merci de partager ton nom. » Non, je n'y suis pas. Je pense que quelqu'un a créé un compte à mon nom. Je sais que c'est comme rivaliser avec Twitter. Ce n'est pas le vrai nom, la vraie Candace. Donc c'est ce que je peux te dire. Amy O écrit « J'adore ça. » Une vidéo d'Erika confirme les lumières qui clignotaient. Pourtant, on vous traitait de sorcière. Restez au maximum. PS. Merci pour la lecture des commentaires. Je maintiens que tu es le David de Charlie. Oui, je les ai vus. Ils essayaient de faire en sorte que ça marche. Au fait, premièrement, c'est une véritable condition. Je veux vraiment le trouver. C'est vraiment quelque chose que des gens vivent. Et je ne vois pas pourquoi ça devrait te surprendre. Il y a toutes sortes de choses, comme des gens qui voient des couleurs quand ils entendent des sons. Je ne sais pas s'ils considèrent ça comme des troubles ou ce que c'est exactement. Je sais que Kanye a ça. Visuellement, il y a des gens qui peuvent entendre des choses qui ne sont pas les mêmes. Et il y a énormément de gens. Je vais chercher ça. En fait, attendez-moi ici. Des lumières qui clignotent près de toi. Et je pense, je ne sais pas comment ils appellent ça, un syndrome. Ça a un nom officiel. Ça s'appelle SRI. C'est littéralement appelé interférence avec les lampadaires, un phénomène où des gens affirment que leur présence fait s'éteindre ou clignoter les lampadaires quand ils s'en approchent. Ou aussi connu comme une condition médicale d'épilepsie photosensible, des crises déclenchées par des lumières clignotantes, stroboscopiques ou vacillantes.
Donc, je ne sais pas quoi te dire. Genre, Erika dit la vérité. Je dis la vérité. C'est juste un truc trop aléatoire à inventer que quand Charlie courait, les lampadaires s'éteignaient, c'est réel. Si tu vas dans les commentaires des gens sur le programme Gate, si tu retournes à notre épisode où on parlait du programme Gate, oui, il y en a beaucoup. Donc, c'était étrange. Je ne sais pas. Je n'ai rien dit. Je ne sais même pas ce que les gens essayaient d'interpréter à partir de ça. C'est tellement étrange. Et puis, il y a des gens qui disaient « Oh, tu parles du troisième œil. C'est démoniaque. » Quelques petites choses. Oui, Charlie m'a parlé de son troisième œil, et j'ai ça par écrit. Et pour ceux d'entre vous qui disent que c'est démoniaque, je voudrais vous rappeler que avoir une conversation, que vous appeliez ça le troisième œil ou la glande pinéale, il y a, comme vous savez, des gens, le gouvernement, qui essaient d'empoisonner votre glande pinéale. C'est un fait. Si vous regardez le fluor, tout ça est très réel. Suggérer que quelqu'un parle à quelqu'un, d'ailleurs, je n'étais même pas catholique en 2018, donc c'était une chose étrange. Ils essayaient un peu de forcer le truc. J'ai les messages où il me parlait de son troisième œil. Et d'après ce que j'ai compris dans le contexte de cette conversation, c'était ça. Ce genre de choses que je pense que son coach, ou je ne sais pas qui était ce type avec qui il travaillait, c'est ce qui, en fin de compte, a vraiment amené Charlie à la foi chrétienne. Voilà les contacts, et je peux vous montrer ces messages. Une autre fois, peut-être demain, mais il a eu une mauvaise expérience. Donc il y a aussi ça. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Je suis toujours embêtée parce que je te dis la vérité sur ce que Charlie m'a dit et que j'ai par écrit. De toute façon, je ne sais pas ce que les gens cherchaient à obtenir avec ça. Je disais la vérité. Je continue de dire la vérité et personne n'a pu me contredire sur aucun point, mais j'ai vu qu'ils essayaient de faire croire, genre « Oh, elle invoque des démons » ou quelque chose comme ça. J'étais là, genre... Ou alors je vous parle d'une conversation réelle que Charlie et moi avons eue en 2018. Bref, il y a beaucoup à déballer, les amis. Encore une fois, si vous savez quoi que ce soit sur ce Thomas Martin en particulier, pas Thomas G. Martin qui travaille à Buffalo, dans l'État de New York, mais le Thomas Martin qui a travaillé avec le Southern Command, veuillez nous envoyer un email à moretipsycandiceowens.com. Ce serait un lien intéressant à établir si c'est le cas. Bref, on se retrouve demain, les amis.